Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partir sur la deuxième vidéo d'une série de 4 expériences incontournables en thermodynamique. Évidemment, il y aura aussi un bonus, donc ça fera 5 capsules vidéo très courtes, mais qui permettent de bien aborder toutes les expériences sur les gaz parfaits notamment et en thermodynamique. Donc on va vraiment pouvoir avoir vraiment de l'aisance sur les exercices. On va commencer donc la deuxième vidéo sur le deuxième type d'exercice, c'est-à-dire cette fois, au lieu d'introduire doucement des masses de manière quasi statique, cette fois on introduit brusquement une masse grand M. Donc on a enfermé un gaz. On est avec un thermostat extérieur à la température T0 et on rajoute brusquement une masse grand M sur le système ici. Et du coup, on se retrouve avec pour le moment une pression P1, T1, V1 et N. On va définir évidemment tous ces termes très vite. Donc on va rappeler comme tout à l'heure que la pression dépend évidemment de la force sur la surface et ici c'est le poids. Si le piston a une masse mg. De la même manière, là, cette fois, la pression P1 est égale à la somme des masses fois G sur S. Et on peut donc réécrire ça sous cette forme, comme pour la capsule 1. On va maintenant parler du système. Le système, c'est toujours le gaz enfermé. On a le thermostat. Ici, c'est l'air à la température T0. Le système est un système fermé ici. Le type de transformation est irréversible, monotherme et monobar. Donc on va voir pourquoi. Il y a tous les termes à définir et c'est ça que vous devez aller chercher comme information dans un exercice. On ne vous dit pas toujours nécessairement que c'est irréversible ou monotherme ou monobar. C'est à vous d'aller chercher les informations dans le texte. Donc irréversible, toute transformation brutale est irréversible. Donc prendre conscience que dès qu'on voit le mot brutal, c'est irréversible. Ensuite, pour monotherme, l'évolution est monotherme car le système est en contact avec le thermostat et donc que la température T extérieure donc, est inchangée au cours du temps. Mais celle du système n'est pas forcément constante au cours de la transformation. Seulement à la fin, la température initiale est égale à la température finale qui est égale ici à la température extérieure. Et enfin, monobar. Monobar car l'évolution donc ici est monobar car le système subit une pression extérieure constante au niveau du piston, mais au cours de l'évolution du système, la pression intérieure n'est pas forcément égale à pression extérieure. Bien comprendre du coup qu'ici, comme le système va avoir lieu brutalement, on a une pression qui est extérieure constante et égale à P1 ici. Donc si on veut redéfinir un peu notre système, on vient de dire monotherme, donc T0 à la fin sera bien la même que la température du thermostat, qui est la même que la température initiale. Et on peut appliquer maintenant le premier principe de la thermodynamique qui rappelle que donc, la différentielle de l'énergie interne est égale à tout simplement un travail élémentaire plus tout simplement une énergie thermique élémentaire. Évidemment, ça ne dépend pas du chemin suivi, c'est pour ça que c'est un dédroit. On peut maintenant évoquer ensemble les types de transformation. On rappelle que si la transformation est isobare, dans ces cas-là, on voit bien qu'on peut directement écrire moins PdV et on va intégrer entre V2 et V1. Si la pression, évidemment, est constante et égale à P1. On va pouvoir maintenant faire la différenciation entre la transformation isobare et la transformation monobare. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, il n'y a pas un vrai chemin qui se fait, c'est bien une variation de volume ici que l'on va prendre en compte. On va prendre l'état initial, l'état final, c'est V2 moins V1, alors que là, c'est vraiment, on peut vraiment suivre le chemin, c'est pas pareil. Donc monobar ici, c'est V2 moins V1. Évidemment, la pression extérieure, ça sera P1 ici. Donc on voit bien que c'est des similitudes, mais il y a des petites différences quand même. Pour la transformation isotherme, on a à appliquer comme toujours la loi des gaz parfaits sur la pression et on se retrouve avec moins RT0 sur V dV. On intègre et on retrouve l'expression que nous avions vue dans la capsule 1. Enfin, si on a la transformation tout simplement isocore, la variation de volume est nulle et du coup le travail élémentaire sera nul. Et enfin, si on veut une transformation adiabatique, dans ces cas-là, c'est ce terme qui sera nul et on a delta W égale D de Q. Donc comme on l'avait vu dans la capsule 1. On voit bien que si on applique maintenant le premier principe de la thermodynamique, on doit exprimer delta W étant égal à moins PdV, comme la transformation est monobar, corrigé, mettez un N, ça va nous donner moins P delta V, ici delta V c'est V1 moins V0, donc ça fait moins P1 delta V, ou encore moins P1 V1 moins V0. Voilà, donc ça permet de bien avancer sur ce travail.
compris entre 0 et 1. On va maintenant évoquer évidemment la variation d'énergie interne pour un gaz parfait. On utilise la première loi de Joule. Bon, je rappelle qu'ici on est dans le cadre d'un gaz parfait. Ici, si elle est monotherme, ça veut dire que l'état initial et l'état final sont les mêmes et que c'est bien la température du thermostat qui va nous donner du coup une variation de température égale à 0. Donc delta U égale 0 joule ici. On peut donc réécrire que delta U égale W0 plus Q0, 1. Donc l'énergie thermique est égale à moins le travail entre 0 et 1, et donc on trouve P1 facteur de V2 moins V1. Une fois qu'on a écrit ça, on va maintenant appliquer le deuxième principe de la thermodynamique. Je rappelle que le deuxième principe de la thermodynamique nous rappelle que D2S égale donc une entropie élémentaire d'échange plus une entropie élémentaire créée. Je rappelle que pour un gaz parfait, la variation d'entropie, c'est vraiment très important. Vous devez savoir que là, on ne parle pas d'une variation, c'est S égale CV ln de T plus NR ln de V plus S0. Et si on veut une variation, je pourrais écrire par exemple delta S, c'est CV ln de T2 sur T1 plus NR ln de V2 sur V1. Et du coup, j'enlève évidemment le S0. Bon, évidemment, ici, T2 et T1 sont les mêmes, donc ce terme-là deviendra nul. Il ne nous restera plus que NR ln de V1 sur V0. Donc on a bien delta S égale NR ln de V1 sur V0. Quand on a écrit ça, on doit maintenant déterminer donc l'entropie élémentaire d'échange comme étant delta Q sur T thermostat. Rappelons que delta Q ici, c'est tout simplement P delta V, puisque c'est moins P delta V pour le travail. Du coup, comme D2U égale nul, eh bien, on a directement du coup P1 facteur de V1 moins V0. Donc on a, alors là il y a une erreur, c'est pas S créé, c'est S échange, corrigé. Et puisque là on parlait de S échange. Et donc on a bien NR ln de V1 sur V0 égale P1 facteur de V1 moins V0 sur T0 plus S créé. Donc là, corrigé, c'est faux. C'est pas S créé, c'est bien S échange que j'ai réécrit ici à la place de S échange. Et S créé, c'est bien du coup NR ln de V1 sur V0, le terme qu'on a là, moins le terme que nous avons ici. On voit bien que moins P1 facteur de V1 moins V0, V1 étant plus petit que V0, ce terme-là est négatif, ce terme-là sera positif, ce terme-là sera plus petit. Et donc on aura bien quelque chose de supérieur et certainement différent à 0. Donc forcément, S créé permet d'affirmer que la transformation est ici réversible, puisqu'elle est non nulle et supérieure obligatoirement à 0. De toute façon, une entropie créée ne peut pas être inférieure à 0. Ce qui prouve que cette transformation est irréversible. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Je vous propose de tout reprendre maintenant.